Le cinéma n'est que lumière. Et pourtant, c'est rare que la lumière soit utilisée à des fins purement narratives. La lumière, c'est plus communément comment un plan est éclairé. Et éclairer un plan, c'est un art total. Le même plan peut ressembler à ça, ou à ça, en fonction de comment il est éclairé. L'homme derrière la lumière d'un film s'appelle un directeur de la photographie ou un chef opérateur, il y a deux noms pour le même poste. Il est responsable de l'image d'un film. Le réalisateur décide de quel plan il veut et il transmet ces informations au chef opérateur. Et le chef opérateur fait en sorte de rendre ces plans possibles, mais aussi cohérents les uns avec les autres. Et donc le chef opérateur est en charge d'apporter au film une certaine esthétique. Certains chefs opérateurs ont une esthétique tellement marquée qu'on peut reconnaître leur travail assez rapidement. Ou en tout cas certaines périodes de leur travail. C'est le cas par exemple pour moi d'Emmanuel Lubezki, qui a été le chef opérateur entre autres d'Alfonso Cuarón, de Alejandro Inarritu, et de Terrence Malick. Il a d'ailleurs réussi l'exploit de gagner 3 années d'affilée l'Oscar de la meilleure photo avec Gravity, Birdman et The Revenant. Et donc Lubezki, en tant que chef opérateur, il s'adapte certes à tous les projets qu'il fait. Donc la lumière ne va pas être exactement la même d'un film à l'autre, évidemment. Mais il a quand même un certain style qui se retrouve étrangement de film en film. Il y a une vraie maîtrise des grands angles, il y a une maîtrise de la lumière solaire, et il y a aussi un certain attrait pour le plan séquence quand même. Donc même si les films sont différents, que la lumière des films est différente, que son approche est différente, il y a quand même certaines similitudes entre deux films d'Emmanuel Lubezki. En fait, il a une patte quand même, une certaine patte qui peut se retrouver de film en film. C'est moins évident qu'un réalisateur, mais il y a quand même ça. Parce qu'un chef opérateur, il est avant tout au service du film, et donc il adapte sa lumière en fonction, évidemment. C'est comme ça qu'on se retrouve par exemple avec Pierre Haïm en France, le chef-op qui a fait La Haine. Donc La Haine, c'est avec un noir et blanc très contrasté, et des plans et des mouvements de caméra relativement élaborés, et ben Pierre Haïm, c'est également le chef opérateur du film Police de Mai Wen. Et pour le coup, Police, c'est un film extrêmement naturaliste, où on n'a quasiment pas l'impression qu'il y a eu un travail de lumière de fait, avec très peu de mouvements de caméra, ou en tout cas de mouvements d'appareil. C'est presque un film qu'on pourrait qualifier de moche, ou en tout cas, il n'y a pas une volonté de styliser l'image. Donc c'est deux films qui ont vraiment rien à voir en termes de lumière, et qui ont été éclairés par le même chef opérateur. Parce qu'à chaque fois, il s'adapte à la vision du réalisateur. Donc forcément, sa lumière ne se ressemble pas de film en film. Et attention, à Police, je dis que c'est moche, je trouve que c'est totalement cohérent avec ce que le film essaye de faire. Hein. C'est pas un défaut d'être moche, c'est quasiment une volonté artistique dans ce cas-là. Et donc, parmi les plus grands chefs opérateurs de tous les temps, il y en a un qui se démarque un peu du lot, il s'appelle Roger Deakins. Roger Deakins a plus de 40 ans de carrière. Il est le chef opérateur fétiche des frères Cohen. Il a travaillé avec Denis Villeneuve, avec Sam Mendes, avec Frank Darabont, ou encore avec M. Night Shyamalan. Roger Deakins, c'est un des pionniers dans ce qu'on appelle l'étalonnage numérique. Rapidement, je vais expliquer ce que c'est l'étalonnage. L'étalonnage, c'est la dernière étape de l'image d'un film, en fait. C'est le moment où, en post-production, on retravaille l'image du film, sa lumière, sa colorimétrie, pour avoir un résultat cohérent sur toutes les scènes, et avoir le résultat qu'on recherche. C'est un peu comme quand vous mettez des filtres sur les photos juste avant de les poster sur Instagram. C'est un peu ça l'étalonnage. Ne prenez pas offense si vous saviez ce que c'était pour vraiment expliquer au plus grand nombre. Et donc jusqu'au milieu des années 2000, l'étalonnage se faisait de manière chimique. On trempait un négatif du film dans différents bains, ce qui permettait de changer plusieurs composantes de l'image. On pouvait par exemple changer un peu la teinte du film sur différents aspects, accentuer certaines couleurs, mais ça se faisait sur l'intégralité d'une image. Pas nécessairement sur l'intégralité du film, mais en tout cas chaque plan était grossièrement altéré. On pouvait difficilement dire, là le ciel il va être comme ça, et on va assombrir le sol. C'était pas possible avec les moyens chimiques. Ou en tout cas très compliqué. Mais sur le film Hope Brothers des frères Cohen, Roger Deakins, il va expérimenter une nouvelle technique, il va expérimenter donc l'étalonnage numérique. Alors aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait quasiment tous les étalonnages. Tout le monde peut faire de l'étalonnage numérique avec DaVinci ou même avec Premiere Pro, c'est devenu très commun, mais il faut savoir que avant l'ère des années 2000, on pouvait pas le faire, et Roger Deakins a été le premier quasiment à le faire. Et donc sur le film Hope Brothers, il a fait quelque chose d'assez audacieux. Il a transformé des paysages printaniers en paysages d'automne. Il a changé la teinte des arbres, la teinte des ciels, et il a recréé toute une atmosphère qui n'était pas du tout celle du tournage. Et il a pu faire ça grâce aux outils numériques. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça, c'était juste le petit point pour expliquer à quel point Roger Deakins est important dans l'histoire de la lumière au cinéma. Et au lieu de dire que c'est un grand chef-op, vu qu'on est dans une vidéo, je vais vous montrer les plans les plus iconiques qu'il a éclairés. Et donc dans tout ça, il y a un film qui m'impressionne beaucoup,
dans son utilisation de la lumière. Et ce film, c'est Skyfall. Skyfall, c'est donc réalisé par Sam Mendes, et Sam Mendes et Roger Deakins, ils ont travaillé pas mal de fois ensemble. Ils ont travaillé ensemble sur le film Jared, sur Les Noces Rebelles, sur Skyfall, et ils ont travaillé ensemble depuis sur 2 autres films, 1917 et Empire of Light. On peut dire que c'est une association qui fonctionne bien. Skyfall, c'est pour moi un des James Bond les plus atypiques. Parce que James Bond, en fait, c'est une saga extrêmement formulaïque. Chaque épisode reprend plus ou moins une formule commune. C'est quasiment toujours la même chose, hein. James Bond à la fin il gagne, il finit avec la fille. Il y a un méchant, il y a des gadgets, la formule est connue. Et il y a eu peu de films qui vraiment sont sortis de cette formule. Il y a eu Au service secret de Sa Majesté, avec notamment le mariage de James Bond, Permis de tuer, où James Bond enquête sans l'accord du MI6. On peut peut-être citer Meurt un autre jour, où James Bond se fait capturer au début, mais ça redevient très vite un James Bond assez classique. Et qui a au passage très mal vieilli, mais ça c'est autre chose. Alors évidemment avec Daniel Craig, ils sont tous un tout petit peu différents, donc je vais pas lister tout ce qu'ils ont de différent avec la formule, mais forcément il y a une espèce de continuité avec tous ces films qui font que, la saga Daniel Craig, elle sort un peu des bases communes. Mais il y a des épisodes qui sont plus ou moins formulaïques quand même. Casino Royale, il est quand même très innovant parce que c'est quasiment sa première mission en tant que 007. Et à l'inverse, Quantum of Solace et Spectre, ils sont relativement formulaïques, même s'il y a quelques surprises. C'est surtout le fait qu'il y a un fil rouge entre les épisodes qui en font quelque chose de relativement atypique dans la série. Mais Skyfall, pour le coup, je pense vraiment que c'est celui qui s'écarte le plus de la fameuse formule. Car déjà, il y a James Bond qui meurt au début. Ouais, il meurt, regardez, il se prend une balle. Donc voilà, il est mort, fin du film générique, vous avez payé 10 balles pour 15 minutes de film. Non, évidemment, c'est une fausse mort, évidemment. Là où il est vraiment atypique, c'est que toute la mission tourne en fait autour de M et du fait que le méchant veut se venger d'elle. Et le film va même forcer James Bond à revenir dans sa maison d'enfance. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et en fait, pour moi, ça en fait finalement le Bond le plus personnel. Un Bond qui ne parle pas d'un agent qui réussit sa mission, mais plutôt un film sur la résurrection d'un homme que tout le monde considère comme fini. Un homme qui va devoir s'affronter lui-même à la porte des enfers pour ressusciter, retrouver la vie et de nouveau accéder à la lumière. Et là vous me dites, mais mec, c'est pas du tout ce que ça raconte le film. Enfin je veux dire, James Bond il meurt pas vraiment, c'est finalement une mission relativement classique, je vois pas de quoi tu parles. Et c'est justement là que la lumière entre en piste. Parce que c'est la lumière qui raconte tout ça. Eh oui, un Bond qui au départ n'est qu'une silhouette, qui n'est que l'ombre de lui-même. Ses plans ne sont pas anodins. Ce silhouettage n'est pas juste une lubie cinématographique. La lumière décrit l'état psychologique du personnage. Par exemple, le magnifique combat de silhouette à Shanghai entre James Bond et Francis. Et ce combat représente le fait que 2 ombres se battent. Et l'ombre est un mot qui revient souvent dans le film. It's in the shadows. Notamment par le personnage de M. We can't keep working in the shadows. There are no more shadows. He comes from the same place as Bond. The place you say doesn't exist. The shadows. Qui dit justement que c'est dans l'ombre que les ennemis se cachent désormais. Ce combat entre 2 ombres est donc totalement symbolique. L'aspect brumeux et confus par exemple de l'image va aussi être exploité dans la scène de la douche. Cette scène où James Bond et Séverine s'embrassent passionnément. 2 silhouettes dont émerge la lumière, comme l'espoir de sortir du tourment en s'alliant. Bon, je vais peut-être un peu loin parce qu'au final, elle se fait juste buter 10 minutes plus tard, mais bon, écoutez, on voit ce qu'on voit dans les films. Le fait que Silva soit aussi un ancien agent du MI6 comporte évidemment une thématique vis-à-vis de James Bond. Il est en fait une version possible de James Bond qui se laisserait envahir par la haine. La haine envers M qui ne lui a pas fait confiance au début du film. M a donné l'ordre à Moneypenny de tirer, Take the bloody shot! au risque de blesser et tuer James Bond, alors que James Bond avait encore une chance de récupérer seul le disque dur. Ce parallèle avec Silva n'est pas vraiment raconté par la lumière, mais tout simplement avec l'image, notamment avec les costumes. Bond et Silva sont disposés dans ce plan comme le yin et le yang, un positif et un négatif. 2 versions miroirs, donc opposées, du même personnage. En fait, dans ce film, le parcours de James Bond a quelque chose de mythologique. Il doit s'enfoncer sous terre pour traquer son double, avec la scène du métro par exemple. Pour vaincre ce fameux double, il va devoir faire face à son passé, un passé représenté par le château de Bond, qui fera office en fait d'enfer. Tout simplement l'enfer, oui, avec les flammes et tout. Et le tout se terminera au purgatoire. Et l'enfer, en fait, c'est la lumière de Roger Deakins qui va se charger de l'illustrer, avec cette bâtisse en flammes qui transforme les plaines écossaises en véritable vision d'enfer. Une idée d'ailleurs que le duo Sam Mendes-Roger Deakins réutiliseront dans 1917 avec cette église en feu au milieu du village de nuit, symbole encore une fois d'une arrivée en enfer. Et dans les 2 films, pour sortir de l'enfer, le héros doit être purifié par l'eau, qui a quand même une vraie symbolique qui se retrouve de film en film. Une rivière pour 1917,
et un lac gelé pour Skyfall. Et ce lac fait aussi office de miroir. Un miroir dans lequel James Bond tombe pour ressortir finalement de l'autre côté. Les autres personnages vont errer dans ce paysage chaotique où leur destin finira par être scellé dans une chapelle. Prolongeons donc la symbolique de la résurrection et du purgatoire. M et Silva finiront en enfer, alors que James Bond aura le droit à une résurrection, ou plutôt à une seconde chance. Il pourra enfin contempler le soleil qui l'éclaire pleinement, symbole de sa résurrection. Tout ça, c'est l'histoire que la lumière du film raconte. C'est une narration alternative au film qui nous est faite plus ou moins par Roger Deakins. Donc en plus de faire des images magnifiques, il fait des images qui sont gorgées de sens. Et ça c'est vraiment du cinéma.